Eh bien, bonsoir et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Alors, pour démontrer un peu cette théorie, je m'appuie de temps en temps sur des audios que j'écoute sur France Culture. Et là, j'ai découvert cette série de François Châtelet, Une histoire de la raison. Et c'est l'évolution de la raison à l'intérieur de la pensée humaine, de la philosophie, on pourrait dire, de l'histoire de notre évolution. Comment la raison s'ancre dans l'évolution. Donc, je suis arrivé à l'épisode 13 sur 20, Kant et la raison pure. Pardon. Alors, je pratique comme ça, j'écoute, je découvre en même temps et je commente. Là, c'est la troisième vidéo sur cet épisode 13, numéro 13. Donc, je vais lancer la vidéo et puis, voilà, ça me permet de faire des digressions et puis de préciser un peu ma théorie. Voilà, selon laquelle l'humanité va vers son ultime perfection. On travaille à construire le paradis pour nos futurs descendants, en fait. Les résultats acquis par la critique de la raison pure. Kant, en somme, a montré que la pensée humaine devait renoncer à cette idée qui, au fond, est à l'origine de la grande entreprise platonicienne. Construire un savoir absolu. Kant montre qu'il n'y a pas de savoir absolu, que d'une part, tout savoir humain est relatif à la structure de l'homme. Bien sûr, mais évidemment, par la raison, il n'y a pas de savoir absolu. Mais c'est ce que j'essaie de démontrer sur la mécanique universelle et puis dans ma réflexion. On peut accéder au savoir absolu à travers l'extase. Et cette extase nous permet d'être au contact de la vérité absolue. Mais ce contact est charnel, il est organique, c'est le corps qui est au contact de cette vérité. C'est plus du tout l'esprit. L'esprit, la raison, le raisonnement est limité. Il est non seulement limité, mais en plus, il correspond à notre identité d'homme, à l'homme. Mais c'est pas valable pour un papillon. Le papillon a une autre vision, par exemple, de cet environnement, du temps et de l'espace. Il est dans une autre dimension, etc. Et on pourrait le dire de l'ultravirus, je ne sais pas. Voilà. Donc, par contre, on peut nous accéder à la vérité absolue, mais c'est le corps qui la ressent. Voilà comment. Pour parler dans le vocabulaire théologique, qu'en aucune manière l'homme ne peut penser comme Dieu pense, parce qu'il est fini, parce qu'il est passif, d'une certaine manière, par un certain côté, et d'autre part. Alors, penser comme Dieu pense, on ne sait pas si Dieu, ce qu'est Dieu et si ça pense, mais évidemment qu'on ne peut pas penser comme cela. Mais on peut ressentir l'essence de ce qu'est Dieu. Parce qu'en fait, l'extase, c'est la sensation de l'essence qui a mis en œuvre l'univers, qui a fait qu'il y a quelque chose plutôt que rien, que cet univers est là. Donc, ce qui a produit cet univers, qui est à l'origine de cet univers et des lois qui le maintiennent et qui le constituent, la chose qui le constitue, le divin, ce qu'on appelle le divin, mais d'autres les scientifiques vont parler du vide quantique, des particules
élémentaire potentiel, d'un univers potentiel, qui est immatériel mais potentiel, peu importe comment on l'appelle, en tout cas, dans l'état d'extase, on est en relation avec cette puissance-là. Et donc, Kant montre nos cellules les que comprennent. c'est toujours en fonction de l'expérience que l'on peut construire des énoncés vrais. En somme, Kant substitue à l'idée du savoir comme totalité l'idée des connaissances comme système ouvert. Alors, par contre, au niveau des connaissances rationnelles, évidemment que la rationalité permet d'atteindre des vérités, qu'on pourrait dire, des vérités liées à la raison. Mais évidemment que, par exemple, la recherche de ce qu'est la matière, tout le travail que fait actuellement le CERN en faisant exploser des atomes, des particules élémentaires pour savoir comment est constituée la matière, tout ça apporte des vérités, les vérités pour ce monde apparent, des vérités apparentes pour le monde apparent, et ce monde qui est une illusion en réalité. Mais ça n'est pas la vérité de la chose en soi, de la chose profonde, de l'immatérialité qui constitue cette matière. Les vérités de la matière, oui, la raison peut atteindre ces vérités-là. Et donc, il faut continuer à chercher, il faut continuer à expliquer le monde, etc., pour comprendre le monde matériel, mais qui n'est pas la vérité. Vérifiée expérimentalement. Est-ce que cela signifie pour Kant qu'il n'y a pas d'absolu? D'accord, le savoir n'est pas absolu, mais il se peut que l'absolu soit autre chose que du savoir. Il y a dans l'opus posthumum de Kant que l'on a retrouvé, enfin on a retrouvé des notes de Kant lorsqu'il est mort en 1804, que l'on a publié sous ce titre. Il y a une phrase qui est très révélatrice. Qu'est-ce que la science au regard des plus hautes destinées de l'homme? Écrit Kant vieillissant. Qu'est-ce que la science? C'est une phrase essentielle. Car pour Kant, l'absolu n'est pas de l'ordre du savoir, l'absolu est de l'ordre de la conduite. De ce qu'il appelle, lui, la pratique. C'est dans le domaine de la conduite, dans le domaine moral, que la raison peut trouver son plein usage. Très normalement, la critique de la raison pratique vient s'articuler à l'intérieur de la critique de la raison pure et en quelque sorte en rendre raison. L'ambition de la critique de la raison pratique est considérable et cependant le point de départ est lui aussi très modeste. Kant décide de critiquer au sens que nous avons défini tout à l'heure, c'est-à-dire réfléchir systématiquement sur la moralité humaine. Son point de départ, comme c'était pour la critique de la raison pure, l'œuvre des physiciens, c'est la conduite des hommes dans leur vie quotidienne. Et il constate que le bon sens populaire désigne comme acte moral l'acte désintéressé. Il se pose la question, qu'appelle-t-on un acte moral? L'acte désintéressé. Dans la vie habituelle. Ça, c'est très intéressant. Eh bien, tous les gens s'entendent pour reconnaître qu'est de l'ordre de la moralité l'acte qui n'est pas fait dans un but personnel. C'est l'acte qui est fait, en quelque sorte, par souci de la morale. Et c'est là l'intuition décisive
de Kant. Et alors, c'est très intéressant parce que à ce moment-là, l'acte moral, d'abord, il est universel parce que je pense que universellement, un acte gratuit, en somme, un acte qui se fait vraiment pour l'autre et de façon généreuse, nous sommes 8 milliards d'êtres humains. On peut dire que la morale, elle peut varier entre la morale d'un aborigène, la morale d'un Américain, la morale, etc., etc. On connaît cette phrase d'un philosophe, je ne me souviens plus lequel, une morale de ce côté des Pyrénées et qui est différente de l'autre côté des Pyrénées. Je pense que c'est Montaigne. Bref. Donc, il y a des morales qui sont variables et puis il y a un fond moral qui va faire que la bonté, l'amour, la fraternité, le partage vont être unanimement ressentis comme le bien, comme du côté du bien, et par toutes les civilisations. Et à ce moment-là, ça veut dire que là, on avance vers justement l'extase, parce que ce qui est en jeu dans l'acte gratuit, par exemple, dans l'acte généreux, dans l'altruisme, c'est la sensation qu'on va ressentir en faisant un acte comme celui-là. C'est-à-dire qu'on se sent bien après avoir fait une bonne action. Et cette sensation, elle se rapproche progressivement, elle se rapproche de l'extase qui est l'amour absolu, ce qui est la sensation d'amour absolu. Et dans cette avancée, le plus proche, plus on se rapproche de l'extase et plus l'acte est gratuit en somme dans le principe. Alors, voilà, c'est un peu tiré par les cheveux, mais... La question qu'il se pose, à partir de là... On va voir ce qu'il en dit. Et la question suivante. Jusqu'où ça évolue, cette morale qu'il préconise? S'il y a une morale, s'il y a la possibilité d'énoncer des prescriptions sur la manière dont il faut se conduire quand on est un homme, cette morale ne peut être qu'universelle. Elle ne peut que donner des prescriptions valables pour tous, quelles que soient les circonstances. Sinon, ces prescriptions ne vaudraient rien. Elles se réduiraient à une simple casuistique, à un simple calcul. La morale, pour pouvoir être reçue, doit valoir dans tous les cas, pour tous les hommes et dans toutes les circonstances. Voilà, je connaissais pas le travail de Kant à ce niveau-là, sur la critique de la raison pratique. Mais là, c'est évident. Et évidemment, on est obligé, quand on travaille sur la prospective, enfin, en somme, quand on réfléchit à l'évolution de l'humanité, on est obligé de penser en termes d'universalité. Et donc, évidemment, de ce qui réunit chaque être, ce qui est commun à l'ensemble des êtres humains, qu'on retrouve partout sur la planète. Et en réalité, ce qui est commun, à mon sens, c'est justement cette morale universelle. Il y a une morale universelle. Alors, on fera une réflexion là-dessus. Qu'est-ce qui est morale universellement? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans cette morale universelle et qu'est-ce qu'on peut ne pas y mettre, justement? Quelle morale ne pas y mettre? Par exemple, il y a des morales qui sont des sortes d'anti-morales. Actuellement, on le voit avec le marché, avec le système libéral, il préconise des sortes de morales qui sont des anti-morales en réalité. Kant n'y va pas par quatre chemins.
Peut-être, dit-il, n'y a-t-il pas de morale possible? Mais s'il y a une morale, elle doit être universelle. Elle doit être fondée autour de ce principe, de cette prescription fondamentale: agis toujours de telle sorte que tu puisses ériger la maxime de ton action en loi universelle. La phrase, elle est tellement belle. La question qu'il s'était posée. La phrase, elle est tellement belle, elle est puissante, elle est tournée de façon magnifique en réalité. Évidemment que c'est un fondement d'en faire une maxime universelle. Bon, on va continuer. Et puis, il voit naître la réponse de ce retournement. Donnons un exemple, comme le fait Kant lui-même dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Posons-nous la question de savoir si il est permis de mentir. Soit un homme qui se trouve dans une circonstance où il est tenté de mentir. Si il s'interroge sur ce qu'il convient de faire pour lui selon la stricte morale, il devra se demander: puis-je ériger en maxime universelle le fait de mentir? Il est bien clair que la réponse est non. Bien car sûr. Que signifie la communication entre les hommes si on peut admettre que dans certains cas on peut mentir alors que dans d'autres cas on ne peut pas mentir? Que peut signifier une telle casuistique? Si on admet le mensonge dans certaines circonstances, il faut l'admettre dans toutes les circonstances. Dès lors, Kant, avec une très grande rigueur, déclare: il ne faut mentir en aucune circonstance, car si l'on admet ne serait-ce qu'une fois le principe du mensonge, alors toute parole est dénuée de signification. Il n'y a plus aucune communication humaine possible. Et je trouve pour ma part, avec peut-être beaucoup de naïveté, que cette analyse de Kant est profondément vraie. Nous l'expérimentons constamment dans les rapports humains. Nous expérimentons que quelqu'un qui a menti une fois n'inspire pas confiance. Bien sûr, et on se rend compte de ça, évidemment, dans les relations humaines, dans les relations amoureuses, par exemple. Mais c'est ce qui a amené une sorte de controverse, parce que certains ont dit, il me semble, que j'ai entendu ça, c'est, par exemple, si tu caches un résistant pendant la guerre, les Allemands viennent chez toi et ils te demandent si tu héberges un résistant ou quelqu'un qui est recherché, ou voilà. Est-ce que tu dois dire la vérité ou est-ce que là, le mensonge est permis? Et là, ces cas de figure extrêmes, évidemment, je pense que Kant, je ne sais pas s'il y a véritablement pensé à ce type de cas de figure, mais en tout cas, Kant dirait, là, la morale, il y a une morale supérieure qui vient se caler au-dessus du mensonge, de la morale qui gère le mensonge. Il y a une morale pour le mensonge, il y a une morale pour l'éthique humaine, pour sauver un être humain, ou pour la justice, ou pour
pour la guerre, ou voilà. Donc il y a quelque chose qui doit passer au-dessus, parce qu'évidemment que là on doit préconiser le mensonge, évidemment. Mais on voit que la base de cette pensée, elle est fondamentale, parce que elle permet Mais il faut accepter qu'il y ait des petites dérogations, qu'il y ait des dérogations. Voilà, c'est juste une question de dérogation en réalité. C'est bien connu. Mais je ne sais pas si... Dans les expériences, par exemple, affectives de la jalousie. Voilà. Alors cela veut dire quoi, ça? Cela veut dire que l'homme a le choix. Il a le choix entre être libre et être déterminé. L'homme, en tant que sensibilité, au sens cette fois affectif et non pas cognitif, en tant que passion, en tant que sentiment, l'homme est déterminé. Il est déterminé exactement comme est déterminé un caillou qui roule le long d'une pente ou une feuille qui est emportée par les divers courants. Il est soumis au déterminisme comme le reste de la nature. Mais, nous dit Kant, il est dans la nature intelligible de l'homme de pouvoir, par une décision, s'extraire de cette détermination, se constituer comme sujet libre. Alors, c'est là où ma philosophie va diverger à ce niveau-là, par exemple. On est déterminé, selon moi, et on doit juste avoir l'illusion qu'on ne l'est pas. On est constitué pour avoir l'illusion d'avoir un libre arbitre. Il est là, on croit, même en étant persuadé que tout est déterminé, on ne peut qu'agir avec le sentiment qu'on a un libre arbitre, que notre choix est important. Parce que sinon, on est dans un fatalisme absolu. On ne peut plus rien faire. La partie de l'humanité, le moment où l'humanité va être dans un déterminisme absolu et le sentira, c'est dans l'état d'extase. Mais il n'y a plus d'action possible dans cet état-là. On se laisse vivre et ce qui arrive, tout ce qui arrive est accueilli comme parfait, comme la meilleure chose qui peut arriver. Mais à ce moment-là, il n'y a plus du tout d'intention, il n'y a plus moyen de construire l'humanité. Il faut que l'humanité soit achevée pour atteindre cet état-là et pour passer à ce niveau à un déterminisme absolu, à une fatalité totale. C'est plus la fatalité, c'est une acceptation totale de ce que le monde doit être. Et l'acceptation, c'est justement, il me semble que c'est ce que j'ai entendu dans l'audio que j'ai écouté cette nuit sur Maître Eckhart. C'est cette acceptation. Là, on passe au niveau du spirituel absolu, dans ce degré. L'extase, c'est le spirituel absolu. Et sinon, on ne peut pas faire autrement que... Refuser. On ne peut pas faire autrement que de croire que on est déterminé. Et je pense que Kant était pas loin de comprendre cette illusion, ce problème de l'illusion, qu'on doit accepter de croire qu'on est déterminé, qu'on est libre de ce libre arbitre. Parce qu'il parle du déterminisme, mais en même temps, il dit qu'il faut sortir de ce déterminisme. Et on en sort, et c'est encore le déterminisme. De se croire libre, c'est du déterminisme en fait. Ça fait partie du déterminisme. La passion, refuser la détermination pour vouloir seulement la réalisation de la morale. Morale, c'est-à-dire la réalisation de l'universalité. Ainsi, l'homme qui est passion peut
se vouloir volonté. Il peut se vouloir porteur de l'universel. Il peut se vouloir, j'emploie la formule kantienne, législateur et sujet dans un règne de fin rendu possible par l'autonomie de la volonté. Il peut se vouloir supérieur à ce qu'il est, en fait, meilleur que ce qu'il est. Donc c'est grâce à ce désir d'être supérieur à ce qu'on est que l'humanité évolue vers cette perfection. C'est parce qu'on pose à l'horizon le meilleur de l'humanité et qu'on s'attire vers cet horizon-là et qu'à chaque fois cet horizon recule, que l'humanité va vers son ultime perfection. Il peut se vouloir, il peut aussi accepter la détermination. Oui, on a souvent dit que le programme kantien était... Donc en réalité, j'ai résolu ce problème-là, voilà. Et c'était un problème à cette époque, bien entendu. Et c'est encore un problème pour la pensée, pour la philosophie actuelle. Et ça ne pouvait se résoudre que sous cet angle-là. Tout est déterminé, mais on doit avoir l'illusion d'être libre. Et ça, c'était la clé. Mais cette clé, Kant ne pouvait pas la trouver à ce moment-là, parce qu'il manquait tout un tas d'événements qui se sont passés sur les 200 ans qui nous séparent, presque 300 ans qui nous séparent. Programme d'un héroïsme forcené. Alors, est-ce que Kant lui-même était conscient de cela? Il a écrit que probablement aucun homme n'avait accompli aucun acte moral dans le sens défini par lui. Mais il précise... Voilà, bien sûr, parce que il n'a pas expérimenté l'extase. L'extatique se comporterait comme ça. Celui qui a atteint le nirvana, celui qui a atteint l'éveil, le sage, se comporte comme ça parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il ne peut qu'être la morale absolue. Mais la morale sous la forme universelle, pas la morale telle qu'on la conçoit. C'est plutôt l'éthique même. Alors, pour ça, il faut avoir expérimenté l'extase pour le comprendre. Et Kant n'a pas expérimenté l'extase, à mon sens. C'est ce qui l'empêche de comprendre qu'il y a un état, il y a des êtres humains qui parviennent à cela, mais c'est très compliqué, et c'est pas quelque chose qu'on peut parvenir à préserver longtemps. L'extase, c'est pas un état qui va perdurer en soi, c'est un état qu'on va vivre. Je connais pas de cas d'extatique permanent. D'ailleurs, ça sera très intéressant de voir si ça existe, ces extatiques permanents, si c'est possible d'être dans l'extase permanente. Parce que là, c'est l'état moral absolu par définition. Bien en même temps que ces perspectives qu'il ouvre doivent être conçues comme une tâche infinie. Voilà, donc c'est pour l'avenir. Cela que nous devons viser en dépit de notre statut d'être passionné. Voilà, alors c'est là où justement on peut faire passer Kant du côté des téléologues, de la téléologie, de la visée dernière des fins, de quelqu'un qui est dans la prospective aussi, qui pense à l'avenir de l'humanité. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Puis cette phrase donne ce sentiment. Il y a des gens qui discutent cette capacité prospective de Kant, mais en réalité, elle est là, puisque cet être moral par excellence, il n'est pas pour l'instant, il n'est pas au moment où Kant parlait, il ne connaissait aucun homme qui était capable de ça. Aujourd'hui, on peut dire la même chose, mais c'est pour le futur. Donc, il y a
il y a une vision de l'avenir. Il pouvait sans doute pas le dire comme ça, il pouvait pas avoir une vision d'un avenir fini pour l'humanité en somme, qu'on va retrouver peut-être plus tard avec Marx, avec Fourier, avec des philosophes qui vont s'intéresser à l'évolution de l'humanité et se poser la question où elle va. Mais à l'époque de Kant, ce n'était pas encore possible d'en parler aussi directement. L'analyse kantienne est, dans le domaine de la morale, fondatrice d'une volonté de liberté que l'on ne saurait méconnaître. On a parlé de l'héroïcisme de Kant, bien sûr. Je crois qu'il vaudrait mieux parler de son incitation au courage. L'essentiel de la morale de Kant, c'est peut-être de nous rappeler que la liberté est ce qu'il y a de plus précieux. C'est cela qu'il veut dire quand il dit que c'est seulement dans l'acte, dans l'action que l'homme atteint l'absolu. Deux choses remplissent le cœur d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelles et toujours croissantes à mesure que la réflexion s'y attache et s'y applique. Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. Le premier spectacle d'une multitude innombrable de mondes anéantit pour ainsi dire mon importance, en tant que je suis une créature animale qui doit rendre la matière dont elle est formée à la planète. L'humilité et la vision magnifique de ce que c'est que la vie humaine, de ce que c'est que notre destin, notre destinée, avec un courage inouï de regarder ça en face, en réalité. À un simple point dans l'univers, après avoir été pendant un court espace de temps, on ne sait comment, doué de la force vitale. Le second, au contraire, élève infiniment ma valeur, comme celle d'une intelligence, par ma personnalité dans laquelle la loi morale me manifeste une vie indépendante de l'animalité et même de tout le monde sensible. Kant, critique de la raison pratique. L'homme se constitue comme absolu lorsqu'il s'efforce d'être libre en dépit de toutes les déterminations qui pèsent sur lui. C'est ce qui fait la beauté. Et cela vaut aussi bien pour la lutte contre la tyrannie que pour la lutte contre les passions et les entraînements. C'est ce qui fait la beauté de cette humanité et de notre destinée, en somme. La suite de l'œuvre de Kant prouve d'ailleurs qu'il était parfaitement connaissant de la difficulté de cette entreprise, mais il pense qu'il est du devoir précisément du philosophe de l'indiquer. Et cette indication nous amène à penser que la morale de Kant débouche sur une philosophie de l'histoire. C'est sans doute ce que nous verrons dans les prochaines conversations. Avec une histoire de la raison. Les prochaines conversations, le prochain évidemment c'est Hegel bien sûr. C'est lui qui va éclairer le fait que l'humanité, que tout est dans un devenir et qu'on va vers l'esprit absolu. Il parle de l'esprit absolu, Hegel. Je pense que lui non plus ne pouvait pas dire ce que la mécanique universelle aujourd'hui dit. L'humanité est destinée à atteindre sa perfection. C'était pas possible pour l'instant. À l'époque, parce que le monde n'était pas complètement fédéré, il manquait, on n'était pas, on n'avait pas tous les indices, il lui manquait tous les indices. L'ONU, c'est un indice que nous allons vers l'universel. La création de l'UNESCO, de l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, du tourisme, du travail, etc.
Rien que ça c'est un indice. Le fait qu'on ait eu bon, qu'on peut maintenant communiquer sur la planète avec des ordinateurs, être tous reliés, etc. C'est un indice. Le fait d'avoir eu à affronter un virus planétaire et de le travailler planétairement, même si on l'a mal fait, même si c'est pas encore abouti, ni l'ONU n'est abouti, etc., etc. Mais ce sont des indices qui permettent de comprendre que l'humanité va vers sa perfection. Et à l'époque de Kant, c'était pas possible d'avoir ces indices-là parce que s'il y avait eu un dixième de ces indices, un Kant l'aurait tout de suite détecté et tout de suite mis en place, parce que c'est des gens qui ne... Il n'y a pas de triche pour ces êtres humains, pour un Kant, pour un Hegel, etc. Et en fait, il a en plus essayé d'être, je pense qu'il a travaillé à être moral, à être parfait, en somme, à essayer d'être le plus parfait possible. Ça lui a valu une vie un peu monotone, un peu, peut-être une vie, voilà. Mais en tout cas, c'est... Voilà. Voilà ce qu'on peut dire, ce qu'on pouvait dire sur Kant, l'épisode 13 sur 20 de l'histoire de la raison de François Châtelet. Alors, si vous pensez que cette idée selon laquelle l'humanité va vers sa perfection mérite d'être répandue, eh bien, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez laisser des commentaires. Tout ça augmente la visibilité de l'espace, si vous le jugez nécessaire seulement. Et puis, allez visiter le site Mécanique universelle où je développe cette théorie depuis maintenant 25 ans. Voilà. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre présence que je sens vraiment près et encourageante. Voilà, merci, à très bientôt.